En cet après-midi ensoleillé du mois de mai, Panglenü a donné rendez-vous au café Philo, un café-librairie du centre de Taipei à 2 pas du Yuan législatif, le parlement taïwanais. À quelques centaines de mètres se dresse l'imposant monument à la gloire du dictateur Chiang Kai-shek du Parti nationaliste chinois. Le parti réfugié à Taïwan après la fin de la guerre civile chinoise a instauré sur l'île une des lois martiales les plus longues au monde, de 1947 à 1987. À l'intérieur du café sont disposés des livres de philosophie politique, d'anthropologie et d'histoire de Taïwan en mandarin. Sur les murs, des messages de soutien à l'Ukraine et à Hong Kong accompagnent l'affiche de l'exposition Traverser le traumatisme politique organisée par Panglenü et dont l'inauguration a eu lieu 2 jours avant notre rencontre. Panglenü est psychanalyste, professeure et chercheuse à l'Academia Sinica de Taipei. Elle a été membre de la commission sur la justice transitionnelle visant à mettre la lumière sur les crimes de la dictature de Chiang Kai-shek à Taïwan. On lui doit également la traduction en mandarin d'œuvres de Julia Kristeva, Michel Foucault ou encore Françoise Dolto. Panglenü a débuté son cursus de psychologie à Taïwan dans les années 90, mais elle a eu, pour reprendre ses mots, du mal à trouver la psyché humaine dans ses études. Elle s'est alors installée à Paris, attirée par la formation psychanalytique française et par l'effervescence intellectuelle autour des penseurs de la French Theory. Après une première recherche de terrain sur l'inceste en France, elle a décidé de repartir à Taïwan pour un travail sur les femmes de réconfort, ces femmes exploitées sexuellement lors de la période de colonisation japonaise. Ce n'est qu'après le mouvement des tournesols, en 2014, que Panglenü trouvera le courage d'aborder la question du passé dictatorial et de ses traumatismes. En mars 2014, des milliers de jeunes Taïwanais ont manifesté et envahi le Parlement pour protester contre un accord commercial entre la Chine et Taïwan. Réprimé par la police, le mouvement a changé la psyché et l'engagement politique d'une génération entière de Taïwanais. Eux, ils ne pensaient pas que la police aurait utilisé des manœuvres répressives avec autant de violence. Donc ils étaient choqués. Et le lendemain, déjà, j'étais contactée par quelques personnes qui m'ont dit qu'il y a des jeunes qui ont non seulement subi des violences physiques, ils sont très traumatisés psychologiquement. Donc moi, j'ai organisé du coup un groupe de parole pour réunir ces jeunes-là et pour revisiter psychologiquement de leur vécu pendant cette nuit-là. Et quelques jours après, moi, j'ai vu il y a 3 anciens prisonniers politiques dans les années 50. C'était ce qu'on appelle la première vague de répression politique de la Terre blanche. C'était très violent. Il y a des centaines de milliers d'arrestations. Il y a beaucoup de gens qui ont été condamnés à mort. Donc il y a 3 survivants de cette époque. Ils sont bien sûr devenus des personnes très âgées et ils se sont rendus au sein du Parlement pour encourager des jeunes. Moi, quand j'ai vu ces scènes-là, j'étais vraiment très émue. Je me suis dit, en fait, tous ces vieux messieurs, ils étaient des jeunes de même âge presque, d'une vingtaine d'années, dans les années 50. Et ils avaient cette même idée de vouloir changer la société en une société plus égalitaire et plus juste. Moi, j'ai vu donc 2 générations de jeunes gens qui se rencontraient en fait à ce moment-là. Donc je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose. Voilà, c'est comme ça, je me suis vraiment décidée d'aller faire ce immense terrain que je continue encore. Ces jeunes-là qui ont 20 ans de moins que moi, la plupart sont nés après la levée de la loi martiale. Et pour eux, la démocratie à Taïwan ou la liberté d'expression est presque comme naturelle. Donc, pendant notre discussion, eux-mêmes, ils ont mentionné le fait qu'ils ont vécu la violence policière de leur propre corps. Et ça leur rappelait ce qu'ils ont lu dans le manuel d'histoire.
Et il disait que avant cette nuit-là, le thème comme le 28 février ou la Terre blanche, pour eux, ce ne sont que des mots dépourvus de sens. Mais après cette nuit-là, tout d'un coup, ils ont compris ce que les dissidents politiques de l'époque ont vécu. Tout d'un coup, il y a une espèce de télescopage entre les années de la Terre blanche et 2014. Donc eux-mêmes, ils ont fait ce rapprochement avec l'histoire. Du coup, moi, j'ai décidé de faire une recherche à un terrain. Donc, je suis allée interviewer d'autres participants qui ont vécu la même chose, la nuit du 23-24 mars. Je suis allée les chercher et de comprendre pourquoi ils ont fait une pause sur leur vie quotidienne et pourquoi ils ont décidé de venir à la capitale. Ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils sont une menace de l'effondrement de la démocratie s'il y a un rapprochement avec la Chine. Pour eux, le gouvernement de l'époque a déjà rompu le contrat de démocratie avec le peuple. Donc pour eux, c'est urgent, il faut absolument qu'ils fassent quelque chose. Mais après avoir vécu dans cette violence policière, ils m'ont dit que tout d'un coup, ils se sont un peu réveillés. Ils se demandaient, mais est-ce qu'on est vraiment rentré dans une démocratie? Est-ce que finalement notre système démocratique n'est pas seulement une apparence? Et finalement, au sein du gouvernement, surtout parmi les policiers ou surtout parmi les militaires, est-ce que pour eux, ils n'ont pas vraiment quitté dans leurs esprits, ils n'ont pas encore quitté la dictature. Après avoir fait une trentaine d'interviews, moi je me suis rappelé des livres que j'ai lus de Kristeva sur la révolte intime. Mais à l'époque, je trouvais que c'était un peu trop psychanalytique, justement. Kristeva, elle a cité toutes les significations possibles de révolte. Par exemple, de retourner dans la source du temps. Ça veut dire qu'il y a un mouvement de retourner dans le passé. De comprendre, par exemple, tous ces vagues pour la démocratisation à Taïwan. Ce qui est marrant, c'est que pendant le mouvement, je suis venue presque tous les jours. Donc, moi, j'ai vu que les jeunes gens, bien sûr, ils criaient des slogans, ils discutaient entre eux, mais surtout, ils passaient beaucoup de temps à lire. On voyait des jeunes gens lisaient sur la démocratisation à Taïwan et différentes périodes, tous ces élans pour la démocratie, etc. Donc moi, je trouve que oui, finalement, Kristeva a raison. Dans la révolte, il y a effectivement une volonté de se relier avec le passé. Et aussi, elle disait que dans la révolte, il y a quand même une projection vers l'avenir. Ça aussi, j'ai trouvé, parce que dans mes interviews, les jeunes me disaient que ils voudraient vraiment créer une société, en tout cas créer une collectivité qui colle beaucoup plus à leurs idéaux. C'est un peu utopique de dire ça, mais je pense que les jeunes gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, vraiment, ils ne sont pas satisfaits de notre démocratie actuelle. Du coup, effectivement, j'ai trouvé qu'il y a cette direction de mouvement qui cherchait à joindre le passé, mais aussi de vouloir créer une société taïwanaise qui est unique. Ce travail de la révolte, qui au prix d'erreurs et d'impasses, ouvre la vie psychique au risque d'une infinie recréation. Julia Kristeva, L'avenir d'une révolte, 2012. La relation entre la révolte et la subjectivation, bon, c'est une question très très psychanalytique. Souvent on comprend la subjectivation comme si c'était un peu synonyme de l'individuation. Mais en psychanalyse, on comprend bien qu'une personne ne vit jamais tout seul. On n'arrive jamais à vivre
ou même avoir une pensée indépendante. On est toujours influencé par la présence de l'autre ou des autres. Donc, je pense que pendant le moment du tournesol, moi j'ai vu une manifestation d'une subjectivité très taïwanaise. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un sens de solidarité très très prononcé. Pendant ces 24 jours-là, on peut se rendre sur place sans rien porter. On peut être nourri, on peut avoir suffisamment de nourriture, de l'eau, et même quand on n'a plus de batterie de notre téléphone portable, on peut trouver un point pour recharger, etc. Et des gens discutaient. Il y a une écoute, ils ont quand même développé une capacité d'écoute extraordinaire parce que souvent dans la société actuelle, et si vous regardez dans les médias ou sur Facebook, vous trouvez que des gens n'arrivaient pas à s'écouter. Il y a ce côté-là en fait dans la société taïwanaise. C'était un effet traumatique puisque quand on est traumatisé, en fait on ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un qui ait une opinion différente de nous-mêmes. On se sent offensé tout de suite. Mais cette nouvelle génération, je trouvais qu'ils ont un sens d'humour très très prononcé aussi. Par exemple, quand les médias, les traités de riot, c'est-à-dire les traités émeutiers, tout de suite il y a un t-shirt qui est marqué émeutier qui est sorti. Donc tout le monde portait ce t-shirt-là. Donc il y a vraiment une capacité de renforcer des stigmas et de jouer avec. Pour moi, c'est une magnifique démonstration de la subjectivité de révolte. Après le mouvement, l'accord controversé avec la Chine est finalement abandonné et en 2020, le Parti démocrate progressiste est élu. Il met sur pied une commission de justice transitionnelle pour enquêter sur les crimes commis par le régime de Chiang Kai-shek à Taïwan. La professeure Pang Lun-Yu en fait partie. Au début, quand j'ai accepté de travailler dans la commission de justice transitionnelle, c'est parce que moi j'ai vraiment rencontré des victimes et aussi des familles des victimes du 28 février, c'est-à-dire le massacre du 28 février et aussi de la terreur blanche qui a duré plus de 30 ans. J'ai vu qu'ils sont très très traumatisés. Il y a même quelques messieurs qui ont été emprisonnés dans les années 60 et 70 et aujourd'hui encore, ils pensaient qu'ils étaient toujours surveillés par des avions secrets, donc ils n'osaient pas sortir de la maison. Donc moi j'ai vu des séquelles vraiment très très lourdes de cette époque. Donc moi j'ai accepté ce travail, c'est pour pouvoir créer des réseaux, des structures de soins spécifiquement pour eux, parce que la plupart des gens traumatisés pendant ces périodes sont encore considérés comme des patients psychiatriques. Par exemple, il y en a beaucoup qui ont reçu des diagnostics comme schizophrénie ou bipolaire, troubles bipolaires, puisqu'ils ont des tendances suicidaires, donc ils sont considérés comme des patients de grosse dépression, de dépression majeure. Et j'ai vu aussi que même de deuxième ou même troisième génération, il reste des séquelles traumatiques aussi. Mais tous ces gens-là sont considérés comme des patients psychiatriques comme les autres. C'est pour dire que donc, du coup, tous les symptômes sont traités uniquement avec l'étiquette psychiatrique ordinaire. Et surtout, leur expérience traumatique pendant la dictature n'a jamais été vraiment prise en compte dans leurs soins ou même dans leur traitement. Donc moi, je pense que c'était urgent d'abord faire une formation un peu générale pour prévenir au personnel médical, des psychiatres, des psychologues ou des travailleurs sociaux ou des infirmières des services psychiatriques d'être un peu informés de cette
traumatique historique. Et j'ai organisé pas mal de formations, donc il y a maintenant plus de 2000 professionnels, praticiens qui ont participé à des différentes formes de formation sur le traumatisme politique. Mais malheureusement, à Taïwan, le soin qu'on fournit à des anciens prisonniers politiques traumatisés et aussi à des patients psychiatriques, en fait, on leur donne massivement des médicaments. Il y a vraiment le traitement médicamenteux représente plus de 90% de soins. Vraiment la psychothérapie, c'est-à-dire que les thérapies approfondies à travers la parole, c'est réservé vraiment à des gens qui ont des moyens. Pour moi, c'est une situation inacceptable, puisque ce traumatisme est créé par l'État de l'époque. C'est à l'État d'en prendre soin aujourd'hui. Donc on ne peut pas laisser les gens dispersés, complètement isolés. Mon idée initiale, c'est vraiment de prévenir tous les professionnels. Mais petit à petit, moi, je me suis fait quand même attaquer. Tous les membres de la commission a subi des attaques comme ça, comme si on a reçu un gros salaire. C'était pas du tout pour les intérêts publics. On est même attaqué par des gens, des chercheurs que moi, je considérais comme des camarades. C'est vraiment grâce à cette expérience-là, je me suis rendu compte que le fait de vouloir rouvrir les blessures historiques, ça a vraiment créé presque une forme de paranoïa collective. J'ai l'impression qu'on a reproduire des craintes, des angoisses de persécution. Moi, j'étais née pendant la période de la dictature, j'étais formée à l'école par Dangguojiaoyu, c'est-à-dire c'est l'éducation du parti. Moi, jusqu'à mes 20 ans, j'ai épousé l'idéologie enseignée par KMT. Il y a une partie de moi qui est liée au régime dictateur. Donc, en quelque sorte, c'est aussi, il faut que une partie de moi soit défaite pour que ce soit reconstruit. En tant que psychanalyste, moi, j'ai quand même fait une analyse pendant presque 8 ans pour un peu d'effet de non seulement mon enfance et aussi de mon expérience pendant toutes ces années d'éducation. Et on a développé une capacité de faire un blanc sur tous les thèmes contradictoires. Donc c'est une capacité à développer quand on vit sous la dictature. On est encouragé à être super patriotique, c'est-à-dire on aime notre pays, mais en même temps, le pays est complètement identifié à la figure de dictateur. Mais c'était complètement contradictoire. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à rendre conscience qu'il y a des contradictions impensables là-dedans. Aujourd'hui, donc 30 ans après la levée de la loi martiale, en fait, on a une structure externe de la démocratie, mais au plus profond de nous-mêmes, finalement, on est en quelque sorte encore lié à cette idéologie. Donc, je pense que cette impossibilité de retourner au passé, qui est considérée comme presque menaçante, parce qu'on vivait sous ce régime qui a persécuté plus des centaines de milliers de gens. Donc du coup, en quelque sorte, comme si on avait tous participé à cette persécution. Donc on était tous responsables d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est cette peur-là qui empêche la plupart des Taïwanais à vraiment faire face au passé, qui pensaient que ça ne le regardait pas. Mais en fait, on a tous notre part là-dedans. Pendant la dictature, au même titre que tous les pans de la société, l'institution psychiatrique a elle aussi été mobilisée. Les stigmas existent encore.
En fait, dès les années 50 et 60, l'autorité de l'époque a essayé de solliciter des psychiatres pour participer à la surveillance et aussi à la manipulation, parce que les autorités de l'époque pensaient que les psys, ils ont ce pouvoir de manipuler la pensée des êtres humains. Donc ils voudraient qu'ils proposent d'inventer une technologie pour apaiser, entre guillemets, des dissidents politiques. Ils ont sollicité surtout des professeurs en psychiatrie de Taida Yiyuan, de l'hôpital qui est attaché à l'université de Taïwan, nationale de Taïwan. Ce qui est étonnant, c'est que en fait, le fondateur, un des fondateurs de la psychiatrie à Taïwan, lui, il est le fils d'une victime du massacre de 28 février. Donc c'était une collaboration malgré son gré, mais il a quand même essayé il a fait semblant de participer à ce projet de manipulation, d'afficher des prisonniers politiques, mais en même temps, il essayait de dire que non, on n'arrive pas à avoir un résultat substantiel. Donc, il a essayé de jouer les deux côtés. Mais au bout d'un moment, la pression est telle que ce monsieur, il s'appelle Lin Zhongyi, donc monsieur Liu, professeur Lin, il a été obligé de quitter le pays. Et d'un autre côté, il y a pas mal de dissidents politiques, comme ce qui s'est passé aujourd'hui en Chine. Ils avaient été mis au service psychiatrique dans des asiles, surtout sur la côte est, à Hualien, Yuli. Ils n'avaient pas au départ des symptômes psychiatriques, mais ils ont été tellement enfermés et surtout dans les salles individuelles, isolées. Donc petit à petit, ils ont développé du coup des symptômes psychiatriques. Il y avait quand même pas mal de prisonniers politiques qui ont subi des tortures, même fait une espèce de panoplie. Beaucoup de techniques sadiques pour faire souffrir les prisonniers politiques. Je ne sais pas, il n'y a pas de preuves pour indiquer si le personnel du service psychiatrique de l'époque savait qui étaient des prisonniers politiques ou pas. Ça, on ne sait pas. C'est probable qu'ils ont appris aussi de ne rien demander. En tout cas, aujourd'hui encore, on a trouvé une liste d'une dizaine de personnes, des victimes de la terreur blanche. Ils sont effectivement encore enfermés. Des longues années d'institution ont fait qu'ils ont perdu leur capacité de dialoguer avec les gens, dont ils ne parlent plus du tout. Il n'en reste qu'une personne, un vieux monsieur qui arrive à tisser des liens avec les autres. Et tous les autres, ils sont restés silencieux. Pendant mes années de formation comme psychologue clinicienne à Taïwan, c'était dans les années 80, j'ai fait un stage à l'hôpital de l'Université nationale de Taïwan. À l'époque, on nous apprenait à faire passer des tests de psychométrie et tout ça. Un jour, il y avait un monsieur qui est arrivé. Donc, il y a une psychologue clinicienne titulaire qui passait le test à ce monsieur et tous les autres stagiaires psychologues, on était derrière ce miroir sans teint. Donc, tout d'un coup, ce monsieur regarde à travers ce miroir. On a l'impression qu'il nous regardait. Et donc, tout le monde, on a tous un peu reculé. Et il commence à dire que ce miroir-là, mais pourquoi il est là? Pourquoi vous avez installé ça ici? Est-ce que c'est comme dans un bureau d'agent secret, il y a des gens qui derrière ce miroir et me surveillaient? Et à cette époque, on était à la fois effrayés
Et ensuite, on a rigolé, on disait que bon, il dit n'importe quoi, donc c'est forcément, il relève de la paranoïa, comment dire, c'est un monsieur un peu fou, quoi. Aujourd'hui, quand je repensais à cette scène, j'ai presque honte, parce que c'est quand même un monsieur d'une cinquantaine d'années, et à l'époque, c'était complètement possible qu'il ait effectivement persécuté par le régime. Je pense que et le mouvement psychanalytique et le mouvement social a quelque chose de similaire, c'est-à-dire que on doit trouver toujours des façons. J'espère qu'on arrive à trouver une énergie de révolte, parce que le mouvement de révolte, de contestataire, non seulement c'est contre l'adversaire et aussi contre nous-mêmes. Je pense que la psychanalyse a aussi ce besoin de se réformer, de se renouveler et de trouver différentes formes, surtout différents terrains d'exercer et de réfléchir. Pangle nu, l'énergie de la révolte, un podcast de Thomas Régaud et Adrien Simor, avec la voix de Pauline Saoul.